on enchaîne avec le député de Jean Talon. Vous avez 14 minutes 48 secondes. Bonjour, Monsieur le ministre. À vous et aux membres de votre équipe. Bonjour à toutes les personnes présentes. Monsieur le ministre, dans un article récent, il y a quelques jours, paru dans la presse, le titre, c'est « Une année qui s'annonce difficile au Québec en matière d'emploi ». Je suis pas mal convaincu que vous avez vu la même revue de presse que moi, mais donc, on y apprend notamment que le taux de chômage est passé de 5,4 % en mars à 6,2 % en avril, et qu'entre le mois de janvier et le mois d'avril 2026, le Québec a perdu plus de 90 000 emplois. J'étais présent, donc, lors de l'annonce du budget du gouvernement du Québec par votre collègue, le ministre des Finances, et qui soulignait à grands traits, donc, le rôle du gouvernement lorsque les chiffres sont bons, notamment en matière d'emploi. Alors, je vous pose la question. Quel est le rôle de votre gouvernement dans ce refroidissement du secteur de l'emploi au Québec? Alors, Monsieur le Président, mon collègue soulève un enjeu de fond. L'économie canadienne, et tout particulièrement l'économie québécoise, est l'objet d'une des plus intenses guerres commerciales qu'elle n'a jamais connues de la part des États-Unis. Il y a des secteurs qui sont... L'ensemble de l'économie est touché, mais il y a des secteurs encore plus ciblés, comme l'aluminium, comme l'acier, comme le cuivre. Jusqu'à tout récemment, j'étais ministre responsable des ressources naturelles. Le bois d'œuvre se voit imposer 45 % de tarifs douaniers. C'est presque un mur de Berlin qu'on a construit entre le Québec et les États-Unis. Très difficile dans ce contexte de procéder aux exportations que nous faisions jusqu'à tout récemment, sachant que le Québec est un pays d'exportation. Donc, effectivement, le marché de l'emploi, mon collègue a bien raison, s'est contracté. C'est contracté sous l'effet de cette guerre commerciale dont nous sommes l'objet. Il s'est contracté parfois également sous l'effet du dumping chinois. Il s'est contracté également sous l'effet d'une conjoncture internationale qui n'est pas facile avec ce que l'on connaît au détroit d'Ormuz, ce que l'on voit en Ukraine. Notre taux de chômage à 6,2, toutefois, l'économie du Québec, elle est forte. Ses bases sont solides. Si on compare notre taux de chômage à celui de l'Ontario, il est à 7,5 %. Nous sommes à 6,2 %. La moyenne canadienne est à 6,9 % et on a encore plus de 100 000 emplois disponibles sur le marché qu'on va tenter de combler. Je me doutais que vous alliez me parler de cette guerre tarifaire qui a des impacts qu'on ne peut nier. Cependant, la plupart des grandes banques canadiennes et le mouvement Desjardins ont pris la peine de souligner, face à ces chiffres sur les pertes d'emploi et le taux de chômage, qu'on ne peut tout mettre sur le dos de la guerre tarifaire. D'ailleurs, j'aimerais vous rappeler que ce n'est pas la première fois. On est souvent dans les superlatifs, qu'on n'a jamais vu ça, etc. Mais le premier mandat de Donald Trump a été marqué par une guerre tarifaire. L'administration précédente aussi avait mené des guerres tarifaires, notamment dans le bois d'œuvre et dans l'aluminium. Donc, ce n'est pas la première fois. Et en fait, les économistes des grandes banques, notamment de la Banque nationale, disent qu'il s'agit du pire début d'année en matière d'emploi depuis 2009. Donc, je vous repose la question. Est-ce que c'est uniquement la guerre tarifaire? Votre gouvernement est complètement étranger. Donc, quand ça monte, quand ça va bien, les chiffres de l'emploi, c'est votre gouvernement, mais quand ça ne va pas bien, vous n'avez pas de rôle à jouer? Et est-ce que vous avez une stratégie? Alors, Monsieur le Président, c'est avec grand plaisir que je réponds à la question de mon collègue parce que là, il compare deux guerres tarifaires qui sont difficilement comparables. Je reviens à l'univers du bois d'œuvre. De mémoire, la plus importante guerre commerciale avant celle qu'on vit, on était monté à 22 % de tarifs. Là, on est à 45. C'est pratiquement le double. Et donc, il faut comparer une pomme avec des pommes. Et là, oui, c'est pas la première fois, mais c'est la première fois qu'on vit une guerre commerciale aussi longue, tellement longue qu'on ne sait même pas quand elle va finir, et aussi dure. Donc, par rapport à ça, le gouvernement du Québec est très proactif en mettant de l'avant une série de mesures
global. La première ministre, d'ailleurs, hier a annoncé un allègement, bien sûr, des coûts, du coût de la vie. On a vu un allègement de la fiscalité pour nos PME. Il y a un bon nombre de mesures que nous mettons de l'avant, mais il faut savoir qu'au niveau de l'emploi, nous avons encore actuellement 100 000 postes disponibles et cette augmentation du taux de chômage, parce qu'on était dans un taux de chômage dit inflationniste, hein, selon les mêmes économistes Desjardins que vous soulignez dans le rapport, notre taux de chômage était tellement bas qu'il avait des répercussions inflationnistes très élevées. Et cette décontraction du marché va nous permettre de pouvoir remobiliser une partie de la main-d'œuvre sur des secteurs plus stratégiques. Monsieur le député. Mais donc, vous insistez, les 90 000 emplois, c'est uniquement en raison de la guerre tarifaire? Bien, Monsieur le Président, il faut comprendre qu'il y a un contexte qui est global. On vit notamment aussi dans une perspective où un des grands enjeux, c'est le reprenariat. Hein, il y a eu plusieurs études, notamment de Desjardins, que vous avez si bien citées, où on voit que jamais dans notre histoire, on a connu autant de gens qui étaient propriétaires d'une entreprise, qui voulaient la céder, qui ne savaient pas à qui la céder. Puis ça, c'est un nombre record au niveau... Toutes les chambres de commerce, toutes les études témoignent de cette volonté de reprenariat. Et ça a des conséquences sur l'investissement des entreprises privées, parce que quand tu es à quelques mois peut-être de vendre ton entreprise, quand tu penses à céder tes actions, tu n'es peut-être pas dans une logique où tu veux réinvestir massivement. Donc ça aussi, ça contribue inévitablement, momentanément, au ralentissement de nos investissements, ce qui a des conséquences sur l'emploi. Est-ce que vous avez des chiffres ventilés sur cette augmentation du taux de chômage? L'année passée, j'avais posé la question à votre prédécesseur. On a les statistiques, notamment sur le taux de chômage chez les jeunes. J'y arrive dans quelques minutes. J'ai des chiffres de 8,2 % actuellement chez les jeunes. J'aimerais savoir si vous avez ces chiffres-là. J'aimerais savoir aussi si vous avez des chiffres sur le taux de chômage comparé des nouveaux arrivants par rapport à les Québécois là, de deuxième, troisième, quatrième génération. Il y avait ces chiffres-là il y a 2 ans qui étaient disponibles. Je les ai demandés pour l'année passée. Je vous les redemande pour cette année si vous avez cette ventilation-là. Alors, Monsieur le Président, nous avons ces chiffres. Je ne les connais pas tous par cœur. On sait que traditionnellement, les nouveaux arrivants subissent un taux de chômage qui est plus élevé que la moyenne nationale. Mais on va demander à mes équipes, là, vous voyez, ça faire déjà pour pouvoir trouver cette ventilation plus précise. Monsieur le député. Est-ce que vous avez la réponse à portée de main ou ça va être pour plus tard? Bien, si vous voulez, on prend le temps de la trouver, là, puis on va vous donner quelque chose le plus rapidement possible. Très bien. Mais effectivement, juste pour finir là-dessus, je me permets de saluer les membres de mon équipe qui sont derrière moi parce que une des plus belles surprises que j'ai eues en arrivant au ministère de l'Emploi, c'est l'extraordinaire dynamisme de la direction de l'analyse qui a fait une vigie constante de l'évolution de la situation de l'emploi partout à travers le Québec, selon les secteurs d'activité, oui, selon les régions, selon les générations. On salue aussi votre équipe. On connaît le travail qui se fait dans les cabinets, dans les ministères, donc merci de le souligner. Je vais vous amener, donc, en attendant, si on peut avoir les chiffres, oui, on les aura plus tard, mais merci beaucoup. Je vous ramène sur le taux de chômage pour les jeunes, oui, qui est plus élevé. Donc, on sait qu'il y a une grande hausse du taux de chômage chez les jeunes. Oui. Le regroupement, donc, des centres jeunesse-emploi vient de publier un rapport qui s'appelle « Ma voix compte », qui parle de chiffres assez préoccupants de jeunes qui n'ont pas confiance en l'avenir. Mm-hmm. C'est des chiffres qui dépassent les 90 %. Qui sentent que le marché du travail se referme sur eux, notamment en raison de l'arrivée des nouvelles technologies, en raison des changements, des bouleversements dans le marché du travail. Bon, vous avez annoncé récemment un programme, j'y viens dans quelques minutes, mais j'aimerais vous poser des questions sur une précédente annonce que votre gouvernement a faite. C'était votre prédécesseur qui l'a faite, donc le 3 septembre 2025. C'est le programme « Jeunes en mouvement vers l'emploi ». Qui a été annoncé. Et là, votre prédécesseur disait que c'était pour donner aux jeunes de toutes les régions du Québec les moyens de prendre leur place dans le monde du travail et qu'il y avait des résultats immédiats.
qui allait arriver. J'aimerais savoir si vous avez des résultats de ce programme après un peu plus d'un an, en fait 1 an et demi. Combien d'emplois ont été créés chez les jeunes grâce à ce programme? Et donc, pour reprendre votre expression, est-ce que les bottines ont suivi les babines? Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le Président, la question est très, très pertinente puisqu'il s'agit d'une mesure quand même relativement jeune qui date de septembre 2025. On m'indique que nous n'avons pas encore totalement tous les résultats. Mais je tiens à vous dire que dès que nous les aurons, nous vous les ferons parvenir. On a cependant les sommes, des sommes financières là, qui ont été injectées. Mais mais ceci étant dit, ce programme-là était, bien sûr, comme vous le savez, dédié jeunes vers l'emploi, vers une clientèle qui était historiquement, comment dire, plus éloignée du marché du travail. Tandis que la mesure que nous avons annoncée cette semaine est dédiée à des jeunes qui cherchent une première expérience dans leur domaine d'études. Donc, je pense que ces deux programmes sont très complémentaires. Mais donc, pas de chiffres. On ne sait pas combien d'emplois ça a créé. Pour l'instant, on est... Parce que ça fait quand même 1 an et demi. Ouais. Bien, ça fait à peine moins d'1 an. OK. Non, avec votre permission, si vous voulez, le sous-ministre peut parfaire la réponse. Sinon, on continue. Bien, très rapidement, là, parce que le temps file de fait, là, est-ce que vous avez des chiffres de création d'emplois, oui ou non? Juste avant en vertu de ce programme. Avant de vous donner la parole, j'ai besoin du consentement. Est-ce que j'ai le consentement? Consentement. Simplement prendre le temps de vous présenter avec votre titre. La parole est à vous. Oui, bonjour, Francis Gauthier, sous-ministre associé à l'Emploi. En fait, le programme a été lancé le printemps dernier. Les subventions aux organismes qui ont soumis des projets ont été confirmées jusqu'à l'automne. Fait que les projets commencent tout juste. Fait qu'on n'a pas encore de résultats. Les projets sont en cours. Très bien, pas de chiffres. Merci. Donc là, vous venez d'annoncer un programme par lequel, essentiellement, vous subventionnez les employeurs pour des emplois créés avec des jeunes. J'aimerais savoir pourquoi vous avez opté pour des subventions aux entreprises plutôt que de suivre la voie qui vous est notamment proposée par les regroupements des centres jeunesse-emploi qui demandent de miser sur leurs compétences en accompagnement, en création d'emplois, qui vous incitent notamment à simplifier les processus. Là, puis ici, là, je complète l'échange que ma collègue avait avec vous. Pourquoi vous avez misé donc sur des subventions aux entreprises plutôt que d'aider les organisations qui aident déjà à l'employabilité des jeunes? Le ministre. Alors, je remercie mon collègue pour sa question. Cette idée, elle est le fruit, de discussions que nous avons eues avec le regroupement de la Fédération des jeunes chambres de commerce du Québec. Donc, un groupe de jeunes qui nous a dit « faites comme ça ». Elle est le fruit de discussions que nous avons eues avec le réseau du Carrefour Jeunesse-Emploi, qui nous ont dit « faites ça comme ça ». Le collectif avec Mme Vielle n'était pas tellement loin non plus. Donc, cette solution, ce n'est pas une solution ex cathedra gouvernementale, là, c'est bottom-up, ça vient du milieu, ça a été demandé par nos partenaires et c'est une manière de pouvoir donner une première chance à nos jeunes afin qu'ils puissent mettre le pied à l'étrier. On sait que la première expérience, vous le savez très bien, Monsieur le Président, de travail est souvent la plus déterminante. Elle nous permet donc d'œuvrer dans un secteur pour lequel on a étudié longtemps. Donc, cette formation, cette possibilité donc de financement, elle est ouverte à toutes les formes de qualification, que ce soit un DEP, que ce soit un DEC, que ce soit un diplôme d'études universitaires. 1 minute. Malgré tout, là, ce qu'on voit là, des chiffres qu'on obtient notamment là, des Carrefour Jeunesse-Emploi, c'est qu'il y a quand même eu une réduction importante en dollars constants des subventions que vous leur accordez, alors que leurs résultats sont assez probants, sont reconnus d'ailleurs par votre ministère. Ça n'aurait pas été une voie, ça, de continuer de travailler avec un partenaire qui livre des résultats? Bien, écoutez, Monsieur le Président, j'ai la chance de lever mon chapeau au Carrefour Jeunesse-Emploi. J'ai eu la chance de travailler au tout début de cette aventure. C'était une idée du grand Jacques Parizeau et de son épouse Lisette Lapointe, que je salue, si elle nous écoute. Si ces deux personnages-là, avec Martine Morissette, n'avaient pas été là, il n'y aurait pas de Carrefour Jeunesse-Emploi. Monsieur le ministre, lever son chapeau, c'est une chose, là, mais vous savez que le chapeau aussi, d'habitude, il sert à mettre de l'argent dedans et c'est ce que les centres jeunesse-emploi vous demandent, un allègement de leur fardeau administratif et le maintien ou l'arrimage de leur financement aux besoins auxquels ils répondent avec beaucoup d'efficacité. 5 secondes.
développement, on a plus que doublé le financement des CJE durant mon propre mandat. Je vois ce que fait le CJE de Montmorency. Merci, c'est M. le ministre. extraordinaire. Merci. J'aimerais continuer l'échange qu'on avait et que vous aviez aussi avec notre collègue de Jeanne-Mance-Vigée sur les centres jeunesse-emploi, parce que c'est vraiment une promesse phare de votre gouvernement en 2018 de réduire les barrières administratives et de livrer des résultats puis de simplifier. Vous avez présenté plusieurs projets de loi qui visaient plusieurs ministères, mais pourtant, les centres jeunesse-emploi et leur réseau est un de ceux qui documentent de la façon la plus claire, de la façon la plus précise, les barrières administratives auxquelles ils font face. Puis vous en avez parlé tout à l'heure. Vous avez dit on a simplifié, on a changé le nombre d'indicateurs, soit. Mais actuellement, l'Alliance des centres conseils en emploi estime qu'il y a 3000 heures de travail qui sont passées à chaque année par les organisations spécialisées en employabilité à faire de la reddition de comptes, notamment aux différentes branches de vos services, de votre ministère. Et le Centre jeunesse-emploi estime qu'il y a un tiers de leurs ressources qui sont consacrées à faire de la reddition de comptes parce qu'ils doivent s'adresser à un paquet de services à l'intérieur de votre ministère, à qui ils doivent constamment rendre des comptes. Est-ce que vous estimez que ce sont des chiffres raisonnables? Alors, Monsieur le Président, je remercie mon collègue pour sa question. Il faisait référence aux doléances des Carrefour Jeunesse-Emploi en matière de reddition de comptes. Et puisqu'il me cite les Carrefour Jeunesse-Emploi, allons-y. J'aimerais peut-être lui citer ce que Rudy Humbert, qui est le PDG du regroupement des Carrefour Jeunesse-Emploi du Québec, disait récemment lors de l'annonce de ma collègue sur les allègements en termes de gestion. Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi annonce des allègements administratifs pour les CJE. Nous accueillons positivement cette avancée. Les CJE pourront désormais libérer du temps pour être auprès des jeunes au moment où les parcours sont plus instables et les transitions plus rapides. Et je termine là-dessus. Le marché du travail change plus vite que nos structures publiques. Les allègements annoncés constituent un signal positif et pour assurer notre prospérité future. Donc, il saluait. Donc, il y a quand même du positif dans tout ça, M. le Président. Mais c'est évident que les Carrefour Jeunesse-Emploi vont saluer des intentions, mais c'est une annonce dont vous me parlez. Moi, je vous parle de ce qui s'est passé dans les 8 années du gouvernement caquiste, et les Carrefour Jeunesse-Emploi l'ont documenté et disent ce n'est pas une diminution de notre fardeau administratif que nous avons eu. C'est une augmentation de notre fardeau administratif et ça nous coûte cher. Puis il dit parfois, c'est non seulement d'avoir les budgets, mais c'est de nous simplifier la vie pour qu'on soit capable de livrer des résultats aux jeunes plutôt que de passer du temps à faire de la reddition de comptes. Et là, je me demandais si vous aviez les statistiques. En fait, je vous les demande. Avez-vous les données sur le nombre d'employés ou d'équivalents à temps complet qui servent à recevoir et à gérer la reddition de comptes à Service Québec actuellement? Je n'ai pas par cœur cette donnée. Toutefois, on peut, je sollicite les collègues pour peut-être trouver l'information, mais je reviens sur l'élément central. Depuis 2021, nous avons octroyé un financement à la mission à nos Carrefour Jeunesse-Emploi. C'est assez extraordinaire, c'était du jamais vu. Et puis, ce faisant, les Carrefour Jeunesse-Emploi, parce qu'on les finançait à la mission, ont pu faire une série d'activités connexes, se déployer sur le territoire, se déployer également en partenariat sur le terrain. Donc, moi, je vois là aussi quelque chose de positif. Sauf que là, je vous pose des questions sur la question de la reddition de comptes, parce que ça, c'en est une façon. Simplifier la vie des organisations qui veulent être sur le terrain auprès des jeunes, comme les Carrefour Jeunesse-Emploi, pour les aider notamment à se placer sur le marché de l'emploi. C'est une des principales organisations au Québec qui fait ça. Et moi, selon les données que j'ai, il y aurait eu une croissance exponentielle du nombre de personnes qui font de la reddition de comptes
à Service Québec, on est passé d'une poignée d'employés actuellement à près d'une centaine d'employés selon des données que j'ai. Est-ce que vous avez des données similaires ou des données différentes? À ma connaissance, je n'ai pas ce genre de données. Nous n'en disposons pas. Mais j'aimerais être très, très, très clair sur l'importance de l'accroissement et de la nature du financement accordé au Carrefour Jeunesse Emploi à travers les quelques années qui viennent de passer. Non seulement, on n'a plus que doublé. Trouvez-moi des organisations au Québec où on fait plus que doubler le financement d'un groupe. Trouvez-les-moi, M. le Président, il n'y en a pas beaucoup. Et de surcroît, quand ce financement se fait à la mission, ça allège les structures de reddition de comptes. Au final, il faut en même temps se rendre compte que la reddition de comptes, c'est un acte qui est essentiel dans un cadre d'administration publique. Puis là où il faut tracer une frontière, puis je ne sais pas trop où mon collègue se situe, c'est à partir de quand la reddition de comptes est suffisante, puis à partir de quand elle est trop imposante. Tu sais, il y a une zone grise là qui n'est pas claire dans le discours que je reçois, bien respectueusement par ailleurs. Bien, voyez-vous, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a une étude qui a été commandée par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, que j'ai ici, qui fait un constat assez intéressant et qui indique que les organismes en employabilité absorbent depuis des années une hausse des coûts, une complexification administrative et des clientèles plus lourdes sans que le financement ne suive réellement cette augmentation de besoins. Alors, votre propre étude du mois d'août 2024, c'est assez récent, commandée par votre ministère, conclut très différemment de ce que vous venez de nous dire. Bien, j'entends ce que me dit mon collègue, puis il lit une étude fort intéressante qui mérite réflexion. Ce que je lui dis, c'est que, comme disait un de mes amis, il faut labourer avec les bœufs qu'on a d'une certaine façon. On a un taux de financement du fédéral qui nous est coupé de 145 millions. 145 millions par année pour 3 ans. Ça réduit la disponibilité budgétaire, ça réduit notre marge financière, ça réduit notre capacité de pouvoir financer autant qu'on le souhaiterait, parce que, évidemment, l'argent, malheureusement, ne pousse pas dans les arbres. Et on gère en fonction des données publiques. Avoir doublé le financement comme on l'a fait, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça intéressant que le ministre nous amène sur la question du gouvernement fédéral, le gouvernement de trop, celui à qui il faut toujours quêter. Et quand on dit qu'il y a des impacts réels, quotidiens pour les Québécoises et les Québécois, là, on parle des jeunes du Québec, ce gouvernement de trop à qui il faut quêter du financement alors que c'est l'argent des Québécoises et des Québécois, bien, c'en est un autre exemple. J'aimerais vous amener sur un autre sujet dont j'ai discuté avec votre prédécesseur, et c'est les conséquences de la fermeture sauvage des installations et des entrepôts d'Amazon au Québec au mois de janvier 2025. J'ai eu un échange donc à l'étude des crédits avec votre prédécesseur là-dessus l'année dernière. Et d'abord, je lui demandais ce qu'elle pensait de cette fermeture-là, puis elle n'a jamais été capable de m'exprimer le moindre avis qui rassurerait les Québécois sur le fait que notre gouvernement est capable de se tenir debout face à des multinationales qui, après avoir eu près de 100 millions, en fait, il y en a qui disent plus de 100 millions d'aides du gouvernement du Québec, a décidé de fermer sauvagement ces installations. C'est 2000 emplois qui ont été perdus directement et 2700 autres indirects qui ont été perdus. Au mois d'octobre 2025, les ex-employés d'Amazon ont fait un appel à votre gouvernement en disant qu'on a besoin d'aide pour se trouver des emplois. Et le premier ministre du Québec lui-même avait dit que, je le cite, « On va bien sûr voir tout ce qu'on peut faire pour aider les ex-employés d'Amazon à trouver un autre emploi. » Et c'est ce que votre prédécesseur m'avait dit qu'elle ferait. Elle avait dit qu'il y avait un programme d'accompagnement. Pourriez-vous me donner des nouvelles de ce programme? Qu'est-ce que vous avez fait pour les ex-employés d'Amazon? Combien ont retrouvé un emploi? Merci. Monsieur le ministre. Je vous remercie. Merci de soulever cette importante question, cher ami. Alors, je vous partage les chiffres qui sont portés à mon attention. Donc, on a 1732 employés qui, à travers leurs différents sites,
ont été référés. Il y en a près de 1500 qui ont commencé un parcours. Il y en a et qui ont terminé ce parcours. Il y a 1023 participants qui ont été rejoints après cette participation, c'est-à-dire 69 des personnes inscrites. Et il y a un taux de réussite, donc 45 des gens ont pu retrouver un emploi dans un délai moyen de 3,4 mois, c'est-à-dire 103 jours. Donc, c'est les données qui sont portées à mon attention. Donc, ce serait 45 des personnes qui ont participé au programme qui auraient retrouvé un emploi? Est-ce que j'ai bien compris les chiffres? Alors, il y a un taux de réussite de 45 à partir des 1023 participants qui ont été rejoints. Donc entre 400 et 500 personnes qui auraient retrouvé un emploi. Oui. C'est-à-dire que il faut comprendre qu'ici, les services, ils restent volontaires. Hein. Les gens, on ne peut pas imposer nos services et on travaille, bien sûr, avec celles et ceux qui souhaitent d'être épaulés dans la requalification. Et c'est ce que nous avons opéré avec diligence. Il faut comprendre que pour Amazon, comme pour les autres avis de licenciement, dès qu'il y a un avis de licenciement, on se met sur un pied d'alerte. On crée un comité de reclassement. On se met, dans le fond, en cellule de crise avec l'entreprise pour tenter de soit requalifier, soit reclasser le plus rapidement possible les personnes qui ont été victimes, malheureusement, d'un licenciement. Les médias ont rapporté des témoignages donc d'anciens employés qui disaient qu'ils se sentaient abandonnés par le gouvernement, entre guillemets. Là, je les cite selon la revue de presse. Est-ce que vous considérez que vous avez satisfait à la promesse du premier ministre de faire tout ce qui peut être fait pour que les ex-employés d'Amazon puissent trouver un nouvel emploi? Alors, toujours selon les données qui me sont transférées. Et au-delà des données, je vous dis à quel point je partage les sentiments sombres qu'on peut ressentir lors d'un licenciement. Ce n'est pas une expérience heureuse dans une vie. Et l'objectif du ministère, c'est d'accompagner au mieux les personnes impactées par une perte d'emploi, sachant que ça les impacte sur un plan personnel, mais aussi très souvent sur un plan familial. Donc, l'objectif est d'assurer le meilleur suivi auprès de ces personnes. Une autre mesure qui avait été annoncée, c'était de réduire ou d'éliminer les achats gouvernementaux auprès d'Amazon. Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? J'ai regardé notamment les crédits, parce que je les faisais aussi du Conseil du Trésor. Je n'ai pas trouvé d'informations particulières sur Amazon, mais je vous pose la question à vous, parce qu'en 2025, là, il y avait sur une période de 6 mois, il y avait encore 124 000 d'achats qui avaient été faits avec la plateforme Amazon. Est-ce que vous avez des chiffres à jour? Est-ce que le gouvernement du Québec utilise toujours les services d'Amazon? Alors, on m'explique que depuis février 2025, aucun achat n'a été fait par notre ministère sur cette plateforme. Mais par le gouvernement du Québec? Écoutez, malheureusement, je m'occupe, bien sûr, Monsieur le Président, de l'emploi. Est-ce que vous pourriez vous engager à me donner cette information? Bien, écoutez, je pense que ce serait... Au nom du gouvernement? Monsieur le Président, je pense qu'à ce stade-ci, cette question, qui est très pertinente, devrait être adressée à ma collègue du Conseil du Trésor. J'aurais aimé avoir cet engagement aujourd'hui parce que c'était un engagement, en fait, de votre prédécesseur, donc à faire diminuer ça. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez un point de vue différent sur cet épisode-là? Parce que, je vous le dis, l'année dernière, j'avais eu de la difficulté à voir... La plupart des gens au Québec étaient scandalisés de cette fermeture. Vous, en rétrospective, là, je sais que vous êtes assez nouveau dans ce poste, mais est-ce que vous avez est-ce que vous tirez des leçons de cet épisode? Alors, le président me fait signe que notre temps est révolu, 15 mais secondes. il m'est difficile de pouvoir commenter les propos de ma collègue de l'an passé dont je n'avais pas pris connaissance, malheureusement. Merci. Ça met fin à cet échange avec le député de Jean Talon.